Bon, d'habitude, quand on examine un traumatisme, on cherche une image claire. En médecine, par exemple, on se casse un os, on passe sous une machine à rayon X et le résultat est sans appel. Ouais, on a cette fameuse ligne blanche bien nette sur l'écran. Exactement. Et là, le praticien, il a plus qu'à pointer du doigt la fracture. C'est clinique, c'est binaire. Et d'une certaine manière, la visibilité du mal rend la chose profondément rassurante. C'est sûr. On aime ce qui est catégorisable en fait. Une fracture physique, ça obéit à des lois mécaniques qu'on maîtrise. Le diagnostic dicte immédiatement le protocole de réparation. Sauf que notre exploration d'aujourd'hui nous emmène très très loin de cette zone de confort. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Parce que se passe-t-il quand la fracture ne se situe pas dans un os, mais dans l'identité même d'une personne ? Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'une femme qui a passé, près de 40 ans à faire rire la France entière, tout en dissimulant une réalité infiniment plus sombre et complexe derrière la caméra. Une double vie, littéralement. Totalement. Nous parlons d'Isabelle Mergo, figure iconique, incontournable de la comédie française, qui nous a quittés le 20 mars 2026 à l'âge de 67 ans. Et pour saisir l'ampleur de ce décalage vertigineux entre l'image publique et la femme privée, on a compilé une masse d'archives assez exceptionnelle pour cette session. C'est clair, on a creusé profond. Ouais. On s'appuie notamment sur les documentaires intimistes de la chaîne YouTube Icônes et Silences, sur des rétrospectives de presse très détaillées du magazine Monsieur Vintage, et aussi, de façon un peu plus inhabituelle pour une actrice, sur des dossiers médicaux vulgarisés par le journal WhatsApp Doc. Et cette diversité de sources, elle est vitale. Parce que notre mission aujourd'hui, c'est d'aller bien au-delà de la page Wikipédia. On veut déconstruire cet écart immense. Le fameux grand écart. Voilà! D'un côté, le masque éclatant de la bonne copine naïve avec son chouinement, sa candeur, et de l'autre, une femme avec un intellect redoutable qui a orchestré sa trajectoire et même sa propre fin avec un contrôle absolu. Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour comprendre ce paradoxe, il faut repartir de la base. D'où vient ce personnage de la ravissante idiote ? Eh bien, la genèse de son image publique, c'est vraiment un cas d'école de construction médiatique. Faut savoir qu'Isabelle Mergolt est née dans un milieu qui respirait la rigueur scientifique, le sérieux académique à plein nez. Pas vraiment le milieu de la comédie potage, quoi. Mais pas du tout. Son père était chirurgien, sa mère dermatologue et chercheuse. Donc un environnement où le savoir, le vocabulaire et l'éloquence sont primordiaux. Or, elle présentait une dyslalie. Son fameux chouintement. Exactement. Et la logique aurait voulu qu'on corrige ça très vite dans ce genre de famille. Mais à ses 18 ans, un orthophoniste lui conseille contre toute attente d'en faire une marque de fabrique, de le garder. Attends, je t'arrête tout de suite parce que j'ai un peu de mal à saisir la logique à long terme de ce conseil. Je comprends l'idée de se démarquer pour un casting quand tu as 20 ans, et ça a marché, hein. Ah bah ça a explosé, oui. C'est clair. Les années 80 arrivent, elle décroche son rôle dans le film culte Profs en 1985, puis elle débarque aux grosses têtes sur RTL en 1988. Mais si elle venait de ce milieu hyper intellectuel avec un esprit aussi vif, pourquoi ne pas avoir abandonné cette diction amusante une fois la notoriété acquise ? Pourquoi rester enfermée là-dedans ? Ce qui est fascinant ici, c'est toute la cruauté de ce qu'on appelle les menottes dorées dans l'industrie du divertissement. Le cinéma et la télé des années 80 et 90 en France, ça fonctionnait sur des archétypes extrêmement rigides. On ne sortait pas de sa case. Jamais. Ce chuitement, associé à un sens inné de l'autodérision, ça a créé un produit d'appel redoutablement efficace. Les producteurs ne voyaient pas une artiste complexe. Ils voyaient la bonne cliente. Ils voyaient une ravissante idiote, oui, capable de générer de l'audience et de vendre des billets. Si elle avait abandonné cet archétype pour révéler sa culture littéraire, le système l'aurait tout simplement rejeté. L'industrie voulait du rire, pas de l'intellect. Ouais, je vois. Mais j'y vois quand même une forme de cheval de Troie au début. Sauf que c'est un cheval de Troie qui s'est refermé sur elle. C'est une excellente métaphore. Bah ouais, elle a utilisé ce personnage inoffensif pour s'infiltrer dans les plus hautes sphères médiatiques, pour contourner les égos surdimensionnés d'un milieu qui était hyper machiste à l'époque, surtout à la radio, où elle était capable de citer des philosophes ou de balancer des réparties foudroyantes, mais toujours sous couvert de la blague un peu naïve. C'est ça, le vernis de la maladresse. Son intelligence pourtant évidente. On lui interdisait de retirer le maquillage, du clown en fait.
Et c'est la limite de la stratégie de la dissimulation. L'industrie a cette fâcheuse tendance à confondre le rôle et la personne. Capitaliser sur cette supposée naïveté, ça permettait aux figures dominantes de la maintenir à une place subalterne. Il y avait un refus presque violent de valider sa légitimité intellectuelle. Et c'est justement cette violence symbolique qui va provoquer la rupture. D'après le magazine Monsieur Vintage, à 32 ans, la situation devient intenable pour elle. Le fameux point de bascule. Ouais. Un producteur lui lâche au visage qu'elle est, je cite, « trop vieille pour jouer les ingénues ». À 32 ans. C'est d'une brutalité folle. Mais complètement. La plupart des acteurs, face à ce mur, ils s'accrocheraient désespérément à des petits rôles, des apparitions. Elle prend une décision d'une radicalité absolue. Elle arrête totalement d'être actrice, du jour au lendemain. Et cette rupture, c'est le véritable acte de naissance de la réalisatrice. Elle comprend que pour ne plus être la marionnette, il faut écrire le scénario, tout simplement. Prendre le contrôle. C'est ça. Elle se retire dans l'écriture. C'est un espace de liberté absolue où l'on ne juge ni sa diction ni son âge. Ça a pris du temps, mais poussée par Michel Blanc, qui lui croyait fondamentalement en son potentiel dramatique, elle finit par réaliser le film « Je vous trouve très beau » en 2005. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il faut qu'on s'arrête sur le contenu de ce film. Comment une femme, cantonnée aux gags de plateau télé, parvient-elle à accoucher d'une œuvre aussi dense ? C'est pas une comédie potage du tout. Pas du tout. C'est un film sur la misère affective du monde paysan, sur le deuil, sur la solitude rurale. La transition créative, elle est juste stupéfiante. C'est une véritable vengeance intellectuelle, en fait. Et la clé réside justement dans ces années passées à jouer les naïves. Comment ça ? Quand t'es perçu comme inoffensif dans une pièce, les gens baissent la garde. Tu deviens un observateur privilégié des fragilités humaines, parce que personne ne se méfie de toi. Elle a emmagasiné une compréhension hyper profonde de la solitude. Et quand elle la retranscrit à l'écran, le résultat est imparable. On parle de 3,5 millions d'entrées et le César du meilleur premier film en 2007. Le César, j'imagine même pas la déflagration intérieure que ça a dû être. C'est toute l'industrie du cinéma, celle-là même qui l'avait méprisé, qui se lève pour l'applaudir. La consécration ultime. Exactement. Mais la logique psychologique qui suit cette victoire m'interpelle vachement. N'importe qui, après un tel triomphe, aurait couru les plateaux télé, se serait pavané dans les dîners mondains pour savourer ce nouveau statut. Or, elle fait exactement l'inverse. La dynamique est contre-intuitive, c'est vrai, mais tellement révélatrice. L'obtention de ce César a probablement agi comme un miroir brutal. Elle s'était battue pour prouver sa valeur, mais une fois au sommet, elle a réalisé que l'admiration du milieu, c'était du vent. Ça ne comblait pas le vide existentiel. Donc elle se retire alors ? C'est à ce moment précis qu'elle amorce la construction d'une forteresse intime impénétrable. La reprise de contrôle de sa narration professionnelle s'est accompagnée d'une maîtrise absolue de sa vie privée, très loin des tabloïds. Et cette forteresse, ce qui est beau, c'est qu'elle choisit de ne pas la peupler avec des stars du showbiz, mais de construire une famille unique à sa propre image. En 2010, elle adopte une petite fille originaire du Niger, Maya, mais le mécanisme juridique de cette adoption, selon les sources, en dit long sur sa philosophie. Oui, l'adoption simple. Voilà, elle n'opte pas pour l'adoption plénière qui efface l'état civil d'origine. Et d'ailleurs, récemment, l'actrice Chantal Ladousou a révélé qu'Isabelle avait également finalisé l'adoption d'Iris, la grande sœur biologique de Maya, qui avait une 12aine d'années. Si l'on relie ça au contexte global de sa vie, ce choix de l'adoption simple est fondamental. Ça maintient les liens juridiques et affectifs de l'enfant avec sa famille biologique. C'est hyper rare comme démarche. C'est d'une maturité émotionnelle incroyable. Ça montre qu'elle n'était pas dans une logique d'appropriation, ni dans un complexe du sauveur blanc. Elle se positionnait comme une accompagnatrice dans la vie de ses filles, dans le respect absolu de leurs racines. Les documentaires citent une de ses phrases à propos de Maya qui m'a vraiment marquée par son humilité. Elle disait, je cite, « Elle croit que je suis forte, alors je suis forte ». C'est magnifique. C'est l'anti-narcissisme par excellence. J'ai l'impression que la maternité lui a servi de bouclier ou de paratonnerre. Ça l'a ancré dans le réel, à des années-lumière des flatteries éphémères du cinéma. Ce choix de famille atypique, c'est vraiment à l'image de la femme libre qu'elle était. Elle créait ses propres règles sans jamais chercher l'approbation du public. Et c'est cet instinct farouche de protection envers ses filles qui va dicter la manière dont elle affrontera la toute fin. La tragédie finale, ouais. On en arrive à ce diagnostic médical glaçant abordé par WhatsApp Doc. Un cancer du poumon qui métastase au foie. Les sources médicales expliquent que ce cancer, très souvent lié au tabagisme auquel elle était fortement dépendante, est redoutable. Mais la question cruciale ici, c'est la nature silencieuse de cette maladie.
Comment un tel désastre peut-il passer sous le radar si longtemps? La biologie de ces organes explique cette latence. Les poumons ne possèdent que très peu de terminaisons nerveuses sensibles à la douleur en leur centre. Donc on ne sent rien. Pratiquement rien. Une tumeur peut s'y développer pendant des années sans provoquer le moindre symptôme alarmant. Peut-être juste une toux qu'un fumeur mettra systématiquement sur le compte de la cigarette. Lorsqu'elle atteint un organe hautement vascularisé comme le foie par voie métastatique, c'est que le cancer a déjà envahi le système. Et là, le diagnostic tombe et il laisse très peu d'options. Mais alors, face à ça, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Elle adopte une posture qui défie l'entendement. Elle choisit le silence absolu. À part un cercle ultra restreint comme Laurent Ruquier, personne n'est au courant. Et là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Elle continuait de faire rire sur RTL, s'infligeait cette double vie, s'épuisait à faire des blagues le vendredi pendant qu'elle se consumait le samedi. N'aurait-elle pas pu trouver du réconfort dans le soutien de son public? Ça soulève une question hyper importante sur la manière dont notre société consomme la souffrance des célébrités. C'est la différence fondamentale entre l'amour du public et la compassion. Dans notre époque d'hypercommunication, la souffrance d'une star est immédiatement convertie en récit médiatique. Le côté voyeurisme. Exactement. Si elle avait révélé sa maladie, les messages de soutien auraient afflué, bien sûr. Mais le regard des gens aurait changé. Le rire aurait laissé place à la pitié. Or, pour une femme qui a lutté des décennies pour échapper à l'étiquette de victime crédule, devenir un objet de pitié publique, c'était pire que la mort. Donc, son silence, ce n'était pas de la peur. C'était un acte politique, une rébellion ultime contre le sensationnalisme. Elle a refusé catégoriquement la pitié pour ne laisser que ses éclats de rire en héritage. Absolument. Le coût physique et psychique de cette dissimulation a dû être monumental. Mais c'était le tribut à payer pour verrouiller son image. En se taisant, elle s'assurait d'avoir le contrôle absolu sur son mot de la fin. Et justement, ce besoin de contrôle s'étend jusqu'à l'après. Parce qu'elle a gardé le silence de son vivant, elle a pu préparer des révélations posthumes ahurissantes. Après son décès, on découvre un document testamentaire bouleversant. Ce n'est pas un simple papier de notaire, hein. Ah non, pas du tout. Les sources le décrivent comme une confession brute. Elle y révèle des blessures secrètes, des regrets enfouis. Elle bouscule même la logique classique des héritages au profit des liens du cœur. Et en parallèle de ce testament intime, il y a ce qu'elle a fait publiquement sur la fin de sa vie. Elle ne s'imposait plus aucun filtre. Elle a procédé à un démontage systématique de son armure sociale. C'est exactement ça, elle a brisé le silence sur des vieux démons en dénonçant le cauchemar et les comportements totalement inappropriés sur le tournage de Profs, bien avant l'ère MeToo. Et ses interventions se sont aussi radicalisées dans leur franchise sur l'actualité. Ouais, elle a publiquement pris position contre Jean-Marie Bigard sur les vaccins et plus tard contre une blague très controversée de Guillaume Meurice. Des sujets hautement inflammables. Très inflammable et d'ailleurs, petite pause nécessaire ici pour quiconque nous écoute. On rappelle expressément que notre rôle ici n'est absolument pas de prendre parti politiquement concernant ces polémiques, ni pour la gauche ni pour la droite. Tout à fait, on reste neutre. On rapporte ces faits uniquement pour illustrer la mécanique psychologique à l'œuvre. Ça nous montre comment Isabelle Mergault, à la fin de sa vie, avait définitivement rayé le concept de relation publique de son vocabulaire. La maladie agit comme un accélérateur de vérité. Quand on sait que la fin est proche, on n'a plus de temps à perdre avec la préservation de sa marque. L'urgence de dire ce qu'on pense devient vitale. Ce testament, couplé à ses sorties médiatiques sans filtre, ça agit comme un miroir braqué sur notre société. Ça nous renvoie à nos propres non-dits. Au poids des choses qu'on remet toujours au lendemain par confort. C'est fascinant. Complètement. Et je pense que c'est là la plus grande leçon laissée par Isabelle Mergault. En décortiquant cette existence hors norme, ça oblige quiconque nous écoute aujourd'hui à repenser sa perception des figures publiques. On ne voit toujours que la partie émergée de l'iceberg. C'est ça, et ça va même au-delà des célébrités. Ça nous pousse à regarder les gens joyeux de notre propre entourage différemment. Ce collègue qui a toujours le mot pour rire, cet ami dont la légèreté semble inébranlable. Cette histoire rappelle que la jovialité est très souvent le meilleur des boucliers. Ce qui m'amène d'ailleurs à une ultime réflexion assez provocatrice à méditer. Ah, je t'écoute. Pendant des décennies, on a analysé cette étiquette de la bonne copine naïve comme une prison dans laquelle l'industrie l'avait enfermée. Mais si l'on inverse la perspective, et si toute cette carrière passée à jouer la ravissante idiote lui avait en fait fourni le camouflage parfait? Waouh! S'enfermer volontairement pour se cacher? Pas s'enfermer, se rendre invisible au grand jour. En attirant constamment l'attention sur ses éclats de rire et sa fousse maladresse, elle détournait les regards de sa vraie profondeur. Sous cette couverture inoffensive, elle a pu écrire, réaliser et bâtir sa famille en toute tranquillité.
Le paradoxe ultime, il est là. En se cachant derrière les rires, Isabelle Mergaud a été l'artiste la plus insaisissable, la plus maîtresse de son destin et la plus radicalement libre de sa génération. C'est vertigineux. Ça pose vraiment la question de savoir si la véritable force ne réside pas finalement dans tout ce que l'on choisit délibérément de ne jamais montrer. Eh bien, c'est sur cette pensée que s'achève notre exploration du jour. La prochaine fois que vous entendrez un rire un peu trop éclatant, demandez-vous ce qu'il dissimule.